L'eau, l'élément le plus répandu sur Terre. L'eau nous accompagne à tout moment de notre vie. Mais connaît-on pour autant les propriétés et secrets de cet incroyable élément? D'où vient-elle? Comment l'eau est-elle arrivée à notre planète? C'est elle qui rend notre planète si unique. Mais c'est peut-être du côté de l'eau elle-même qu'il faut chercher les réponses à ces questions. Il y a autant d'eau sur Terre aujourd'hui qu'au début du monde, lorsque la planète s'est constituée et adopta la forme et la couleur qui nous sont si familières. Il reste aussi la question, en quoi consiste concrètement le pouvoir secret de l'eau? Rien dans le monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse. Et personne ne peut la vaincre alors qu'elle est facile à conquérir. La faiblesse a raison de la force. La souplesse a raison de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne ne parvient à le mettre en pratique. Voilà ce qu'a écrit le philosophe chinois Lao Tzu il y a plus de 2500 ans. Nous n'avons pas idée actuellement, même au niveau scientifique, de comprendre l'eau telle qu'elle est. C'est-à-dire que cette eau, et ça a été décidé dans un congrès dernièrement, elle est considérée comme étant au hit-parade des plus grandes énigmes de l'univers. Elle reste pour l'instant totalement incompréhensible dans ses caractéristiques physiques, physiologiques et subtiles. Donc nous avons avec nous un trésor inestimable que personne ne comprend et ne connaît. Aucun scientifique n'est en mesure d'expliquer pourquoi le volume de l'eau augmente en dessous de 0 degré son point de glaciation et inversement diminue de volume jusqu'à 4 degrés Celsius. Toute substance refroidie se contracte, autrement dit, son volume diminue, mais l'eau au contraire se dilate. Depuis la nuit des temps, l'homme a appris à utiliser ces caractéristiques. Les peuples du Nord obtenaient des pierres pour la construction en versant de l'eau entre les failles des rochers, avant l'arrivée du gel. Au sud, les hommes enfonçaient des pieux de bois dans la roche et les imbibaient d'eau. En se gonflant, le bois faisait éclater la pierre. Bien plus tard, les scientifiques ont constaté que l'eau qui se trouve dans les pores et les capillaires est capable de développer un niveau de pression énorme. Dans une graine par exemple, au moment de la germination, la pression peut atteindre 400 bars. Voilà pourquoi une jeune pousse parvient parfaitement à percer le bitume. La communauté scientifique a fait un pas géant en admettant qu'elle ne savait pratiquement rien sur l'eau. C'est un progrès important, dans la mesure où cette prise de conscience a fait place à l'envie d'en savoir plus. Asie du Sud-Est, 1956. Dans un laboratoire militaire secret consacré au développement et à la fabrication d'armes de destruction massive, on travaillait depuis plusieurs années à la création d'une arme bactériologique de nouvelle génération. Lors d'une réunion ultra secrète, les discussions des scientifiques tournaient autour des futures caractéristiques de cette arme. Soudain, la réunion dut être interrompue. Tous les participants furent subitement conduits aux urgences, présentant les symptômes d'une forte intoxication alimentaire. Une enquête fut ouverte, mais aboutit à une impasse. Les scientifiques n'avaient rien consommé en dehors de l'eau qui se trouvait sur la table de réunion. L'eau fut alors analysée, mais aucun élément nocif n'y fut détecté. Sa composition chimique n'était que H2O. Dans le rapport, les médecins déclarèrent donc que la cause de l'intoxication était due à de l'eau ordinaire. 20 ans plus tard, une incroyable hypothèse fut énoncée. Une hypothèse capable d'expliquer les conduites imprévisibles de l'eau. L'eau aurait une mémoire. Les expériences réalisées aux 4 coins du globe ont confirmé que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace.
Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent? À ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé, comment est-ce possible? En enregistrant les informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'eau enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière, ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction. De toute évidence, l'eau reste de l'eau. Mais sa structure, tout comme un système nerveux, réagit à chaque irritation. Les instruments modernes ont permis de mesurer que chaque cellule de mémoire de l'eau, de la taille d'un micron, contient 440 000 tables d'informations. Et chacune de ces tables peut enregistrer son propre type d'interaction avec l'environnement. Nous avons réalisé de nombreuses expériences en exposant des échantillons d'eau à diverses influences, diverses forces, telles que des champs magnétiques ou électrostatiques, diverses substances, ou encore à des émotions humaines. Il est alors apparu clairement que ce sont les émotions humaines, positives ou négatives, qui représentent la plus importante de toutes les influences. Dans le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les deux échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion. On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent, alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. L'homme, selon son âge, est composé de 70 à 90% d'eau. Pour maintenir ses fonctions vitales, l'homme adulte boit quotidiennement plus ou moins 2,5 litres d'eau par jour. Dans son bain ou en prenant sa douche, il absorbe encore 1,5 litre d'eau. Mais avant d'arriver dans nos logements, l'eau parcourt un trajet aussi long que difficile. Avant, le bon sens voulait que les gens s'installent là où se trouve une source naturelle d'eau. Aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance, car l'utilisation de la haute pression permet de transporter l'eau sur des milliers de kilomètres. Dans la nature, l'eau suit harmonieusement des courbes, en serpentant sensuellement. Alors que dans un réseau hydraulique, l'eau tourne des centaines de fois à angle droit. À chaque détour et changement abrupt de direction, la structure naturelle de l'eau se détériore peu à peu. Quand l'eau du robinet arrive chez nous, après avoir traversé tout un réseau hydraulique, elle présente plusieurs cristaux de formes diverses. Mais leurs structures sont toujours déformées. Voilà à quoi cela ressemble. Les cristaux s'assemblent d'une façon chaotique, sans esthétique ni aucune symétrie.
L'eau qui stagne dans un système de chauffage central est inanimée et croupie, sans un processus vitalisant. Elle aspire ou absorbe l'énergie des gens, des plantes et des animaux qui y habitent. Elle leur vole cette énergie. On sait que dans la plupart des grandes villes, l'eau courante est stockée dans des circuits fermés. Après des processus agressifs d'épuration chimique et de filtrage puissant, elle revient dans nos maisons en gardant en mémoire les produits chimiques qu'elle a croisés et la violence qu'elle a subie. Les questions qu'on peut se poser, ne serait-ce qu'en simple citoyen, de dire, oui, l'eau doit avoir un impact sur la santé. Ce qui est certain, c'est que les maladies dites de civilisation flambent littéralement depuis 20-30 ans. Les cancers, les maladies neurodégénératives, Alzheimer et bien d'autres, les allergies, le diabète, etc. Bon. Et nous faire croire que l'eau n'a rien à voir là-dedans, je trouve pas ça sérieux. On doit au moins se poser des questions. L'eau structurée, c'est n'importe quelle eau qui a bénéficié d'un traitement qui modifie sa structure moléculaire. La structure moléculaire, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont les liaisons moléculaires de l'eau dans l'eau se font. Donc, l'eau, elle a 3 états, solide, liquide, gaz. L'état vapeur, c'est de l'eau où les molécules, toutes les molécules d'eau sont séparées les unes des autres et elles s'envolent. L'état liquide, c'est le milieu intermédiaire, grosso modo entre 0 et 100 degrés, et en dessous de 0, c'est l'eau à l'état solide. À l'état solide, ça donne la glace, la neige, et ainsi de suite. Il y a 60 formes, il y a 60 structures moléculaires de glace différentes qui ont été identifiées. Donc voilà, la structure de l'eau, c'est la façon dont les molécules d'eau s'agencent entre elles, s'accrochent les unes aux autres, et forment des structures. Et comme l'eau est donc un élément sensible, ouvert aux influences de l'environnement, cette structure de l'eau, si on l'affiche pas en mode solide ou en mode glace un petit peu, et avec le temps, d'autres forces, d'autres influences viennent progressivement remodifier la structure de l'eau. Cette notion de structure de l'eau, elle est un petit peu ambiguë. D'une part, structure, ça donne un côté un petit peu figé. Or, vu la vitesse d'échange entre les molécules, c'est quand même nécessaire de se dire que la structure, c'est une trame, c'est une logique, c'est un logiciel, c'est voilà, quelque chose qui est quand même dynamique. Ensuite, la structure, elle existe toujours. Même si le liquide est complètement désorganisé suite à de la pollution, après être passé dans une membrane d'osmose inverse, etc., elle a toujours une structure puisque les molécules ont un certain type d'agencement. Ce qu'il faut bien mettre en évidence, c'est quelles sont les structures, là où les structures, qui sont favorables au développement de la vie.